sur la sécurité informatique. Donc aujourd'hui, on va voir les recommandations des sauvegardes des systèmes d'information d'après l'ANSSI, les fondamentaux. Alors, qu'est-ce que c'est au niveau des informations? Alors, ce document que je vais vous présenter, c'est une synthèse et une vulgarisation des sauvegardes des systèmes d'information de l'ANSSI sur les fondamentaux sur les sauvegardes réseau. Ceci a pour but de rendre les documents plus accessibles à un large public. Donc, ce qui veut dire, par exemple, si vous êtes administrateur, RSSI, simple utilisateur ou personne intéressée par tout ce qui est système d'information, ça sera quelque chose d'intéressant pour vous. Il a pour but aussi de fournir les recommandations sous forme de slides ou de vidéos, et il peut même être lu sans regarder la vidéo, rien que il peut être écouté comme un podcast. Vous pouvez retrouver les sources de la documentation d'où j'ai pris les informations sur le site cybergouv.fr. C'est une des publications sur les fondamentaux de sauvegarde des systèmes d'information. Le contexte. Alors, pourquoi faire des sauvegardes et quelles sont les menaces? Pour se protéger contre les cyberattaques. Alors, les cyberattaques sont de type soit opportunistes, soit ciblées. Il y a beaucoup de cyberattaques où les personnes, des scripts kiddie, vont essayer de compromettre votre système de sauvegarde sur les vulnérabilités les plus faciles à faire ou à exploiter. Donc ça, c'est souvent des personnes débutantes. Ou il y a des attaques ciblées, où là, c'est des vrais groupes cybercriminels, du genre de type ransomware, où là, c'est vraiment des entreprises qui ont énormément de moyens, et de personnel, et de compétences, qui vont faire une attaque ciblée. Et l'une des premières choses où ils vont s'attaquer, c'est vos sauvegardes. Et il y a une grande chance aussi qui est de la défiltration de données à partir aussi de vos sauvegardes, pour une question de filtration plus rapide et efficace. Pour faire des économies, donc, pour éviter de recréer les données en cas d'accident et augmenter la disponibilité. Oui, parce qu'en fait, pour recréer les données, s'il ne vous reste plus rien, ça peut prendre des mois ou même des années. Pendant ce temps, votre entreprise, elle a le temps de mettre la clé sous la porte. Et ça peut être vraiment problématique. Et aussi, ça peut augmenter la disponibilité. Que si vous êtes capable de remettre une sauvegarde efficiente et efficace, vous allez réduire le temps de remise du système d'information en place. Donc vos clients et votre entreprise sera disponible plus rapidement. Réduction des pannes ou des arrêts, avec restauration facile, duplication des données. Alors oui, on aura des réductions des pannes ou d'arrêts. En fait, on aura un taux de disponibilité plus rapide si on arrive à faire des restaurations qui sont simples et efficaces, et surtout rapide, avec plusieurs méthodes de sauvegarde et des duplications de données. Alors faites attention, la duplication de données, c'est pas la même chose que la sauvegarde de données. Le fait de dupliquer des données, c'est par exemple copier des données dans plusieurs endroits différents et qu'on puisse les rapatrier le plus rapidement possible. Mais ça ne sert pas en but de sauvegarde en cas d'avarie, de problème ou de cyberattaque. La confiance et la bonne image vis-à-vis des clients. Alors, il y a les pertes de données, où l'indisponibilité de celles-ci peuvent nuire à la confiance des clients. Oui, les pertes de données, les clients, ils aiment surtout pas ça, parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ça peut être des données confidentielles à elles. Et si elles sont perdues, elles peuvent être aussi, par exemple, filtrées ou divulguées ailleurs, ou ça peut servir aussi à la concurrence, qui peuvent les voler, surtout par exemple si c'est des secrets industriels. L'indisponibilité, ça coûte de l'argent, parce que par exemple, si les clients ne peuvent pas avoir accès ou diffuser des données qui ont de la valeur, ils auront moins d'argent à gagner. Donc ça peut être aussi une grosse source de problématiques. Alors, les recommandations ont pour objet de sécuriser l'infrastructure de sauvegarde suivante. Alors, le contexte, qui peut être par exemple si elle a des contraintes économiques, politiques, de règlement, de concurrence, de technologie, etc. Ça peut être au niveau des clients. Ça peut être aussi la taille des entreprises. Si c'est une PME, une grosse entreprise, etc., elle n'aura pas forcément les mêmes moyens à mettre en œuvre. Les sauvegardes ne seront pas forcément les mêmes, et il y aura plus ou moins de moyens de sécuriser ceci. La criticité du système d'information. Alors là, il faut voir, est-ce que si c'est plus ou moins critique, le système d'information, est-ce que l'entreprise peut être viable sans système d'information, ou si elle est vachement dépendante de celle-ci ou pas. Ça, c'est très important. Et on va mettre aussi des recommandations en gras qui sont les plus importantes et prioritaires. Ça, c'est vraiment les recommandations qu'il faut respecter. Mais la plupart des autres aussi, il faut les respecter aussi.
on va voir un rappel. Donc, on va voir qu'une stratégie de sauvegarde doit tenir compte d'une perte de données maximale admissible, donc le PDMA. Alors ça, il faut le mettre quelque part et il faut être sûr de pouvoir quantifier qu'est-ce qu'on peut perdre au maximum sans que l'entreprise s'arrête ou sans que ça devienne critique et qu'on ne peut plus rien faire. Donc il y aura sûrement des choses à faire, des données à mettre dans des endroits où ça pourrait être pas atteignable, par exemple, à cause d'accidents ou de cyberattaques, etc. Il faudra aussi faire une stratégie sur la durée maximale d'interruption admissible, donc tout ce qui est DMA, donc défini pour l'ensemble des valeurs du métier, du système d'information de l'entité, donc application de données. Donc là, il faut savoir aussi au niveau des clients ou des services qu'on donne, une durée maximale d'interruption avant d'avoir des gros problèmes aussi. Ça peut aussi contraindre l'entreprise à fermer ou avoir des pertes de revenus énormes. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très sensible à pouvoir quantifier. Et ça peut être aussi, par exemple, au niveau du réseau, etc. Comment rapatrier les sauvegardes, qu'est-ce qu'on peut stocker, etc., etc. Donc, dans certains cas d'usage qui ne sont pas couverts par la sauvegarde, on a besoin d'une PDMA de moins de 24 heures. Donc, besoin d'une perte de données de moins de 24 heures. Donc ça, c'est certaines entreprises où c'est pas possible d'avoir une perte de données. Donc celle-ci, ça peut être dû par exemple sur certaines entités, par exemple les banques ou les hôpitaux, normalement, on devrait avoir une PDMA de moins de 24 heures. Donc une solution peut être la réplication synchrone ou asynchrone. Donc ça, c'est pas une sauvegarde, comme j'ai dit au-dessus, c'est mettre à plusieurs endroits disponibles et être sûr qu'en cas d'accident, on puisse les récupérer. Et ou en cas d'attaque. C'est ça qui est plus compliqué, parce que par exemple, au niveau de cas d'attaque malware, ils vont aussi essayer d'attaquer tout ce qui est la réplication synchrone et asynchrone. On a le besoin d'archivage légal appliquant parfois l'authenticité des données. Ça peut arriver, l'archivage légal appliquant des fois l'authenticité des données. Par exemple, tout ce qui est RGPD, ce genre de conformité, des fois nous oblige à faire ce genre de choses. Alors, qui dit l'authenticité des données, c'est en fait, c'est par exemple éviter d'avoir une altération des données. Et la plupart du temps, avec des sommes de contrôle, on peut vérifier l'authenticité des données. Alors, certaines solutions de sauvegarde ne la prennent pas en charge. Ça, c'est vrai. Et des fois, il faut le faire de façon avec d'autres moyens, avec des scripts ou essayer d'avoir au moins une solution de sauvegarde qui le fait. Les composants essentiels d'une infrastructure de sauvegarde sont les catalogues d'index qui permettent de savoir ce qui est sauvegardé. Donc le catalogue, c'est comme des métadonnées, ça pourrait savoir par exemple le nombre de fichiers qui a été sauvegardé, la date, certaines données comme les sommes de contrôle, qui a fait ça, etc. Et l'index, en fait, c'est par exemple où se trouve tel fichier pour permettre de récupérer les fichiers le plus rapidement possible dans la sauvegarde en cas de problème. Il faut que l'agent de logiciel de sauvegarde qui est présent sur les serveurs est sauvegardé. Donc, parce que si on n'a pas l'agent de sauvegarde qui est présent sur les serveurs sauvegardés, on ne pourra pas faire les sauvegardes, donc ça va poser un gros problème. On a le serveur de sauvegarde qui traite le plus de sauvegarde avant on envoie sur un support. Donc ça, il faut évidemment avoir le serveur de sauvegarde qui traite sur le flux de sauvegarde avant de s'envoyer sur support, parce qu'en fait, il faut qu'il arrive à pouvoir traiter les sauvegardes pour qu'ils soient compatibles et écrites et archivées sur les supports. Et surtout, il faut qu'ils sauvegardent aussi tous les catalogues index. Donc il faut qu'on puisse récupérer les sauvegardes facilement et de la façon la plus facile et la plus efficiente possible. Donc sans ça, ça va être très lent à récupérer les sauvegardes et ça va être quasiment impossible de les remettre en place à partir d'un temps convenable. Il faut avoir plusieurs supports de sauvegarde. Ça peut être des disques, tout ce qui est disques CD-ROM, DVD, Blu-ray ou des disques magnétiques. On peut avoir aussi des bandes magnétiques, c'est encore très très utilisé. On peut stocker des quantités énormes de données. On peut avoir des disques durs externes ou des CD externes, etc. On peut avoir au moins plusieurs sauvegardes de supports différents types. Alors, la stratégie de sauvegarde doit se définir sur des durées de rétention. Donc cette période précise de répartition à long terme. Donc ça, c'est à vous de décider. Et le plus important, c'est de respecter ceci. C'est pas faire du genre
un an, je change ma stratégie de répartition, un mois après, je rechange, etc. Non, il faut que ça soit par rapport à des périodes bien distinctes et qu'on puisse s'y retrouver et savoir quelle stratégie à sauvegarder à tel temps, etc. en cas de problème. Que par exemple, si on a des destructions de données complètes, il faut savoir au bout de combien de temps on peut remettre les sauvegardes et surtout aussi, c'est qu'on peut avoir des compromisations de notre système d'information. Donc rien ne dit que par exemple on peut être compromis par un malware ou un virus et on ne sait pas par exemple à partir de quand l'attaquant a implémenté ceci. Ça peut être même aussi par exemple de la persistance qui a été mise. Donc là, on met un petit exemple, par exemple 15 jours de sauvegarde journalière. Donc là, on va sauvegarder des backups et des sauvegardes qui vont sauvegarder 15 jours de sauvegarde qu'on fait tous les jours. Sinon, il met un an de sauvegarde mensuelle. Donc par exemple, il garde des sauvegardes qui sauvegardent sur un an tous les mois ou 5 ans de sauvegarde annuelle. Donc 5 ans de sauvegarde sur un an. Et ça, on peut cumuler. Rien n'empêche de cumuler tout ceci là et de les garder et comme ça nous fait de la réplication et en cas de problème on peut toujours retourner à une date fixe. Ça peut être aussi intéressant au niveau vue légale. Si un jour votre entreprise est perquisitionnée, c'est toujours bien de pouvoir retrouver certaines données au niveau de la justice pour revenir en arrière au niveau de certains problèmes. On a une sauvegarde qui est dite hors ligne et une sauvegarde sans support déconnecté de tout SI. Alors ça, c'est même hautement recommandé, c'est même obligatoire. Parce qu'en cas, par exemple, d'attaque ransomware, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de supprimer toutes les sauvegardes en ligne. Ou même, ça peut être intéressant aussi, c'est par exemple en cas d'avarie ou de risque matériel. Par exemple, si vous faites les sauvegardes tous au même endroit et que par exemple le bâtiment il brûle, vous n'avez plus de sauvegarde. Donc ça peut aussi poser problème. Donc la bande magnétique reste le moyen le plus efficace aujourd'hui. Bah oui, c'est en fait on peut sauvegarder énormément de données sur les bandes magnétiques et ça prend pas un encombrement énorme et c'est assez facile à gérer. L'opérateur de sauvegarde est considéré comme un administrateur à haut privilège sur le SI. Donc il faut être vigilant sur le niveau de confiance accordé à ces opérateurs. Oui, parce que ces opérateurs-là, la plupart du temps, ils peuvent faire n'importe quoi de votre sauvegarde. Il peut avoir par exemple des vols, des destructions légitimes ou illégitimes. Il peut avoir beaucoup de choses. Il peut avoir de la revente de données aussi. Ça peut arriver. Il faut aussi intégrer des clauses de sécurité spécifiques en cas de recours à la sous-traitance. Oui, alors ça c'est très important si vous faites de la sous-traitance, par exemple mettre des clauses de sécurité du genre, par exemple, faut que les données soient chiffrées, ou aussi par exemple qui respecte la loi au niveau des matières de sécurité des informations. Ça peut être aussi au niveau de la disponibilité aussi. Ça, il faut vraiment faire des clauses dessus. Et au niveau de combien de temps ils sont capables de vous rapatrier les sauvegardes, etc. Et par exemple, s'ils ont des sauvegardes multi-cibles, etc. Donc ça, c'est juste des exemples. Vous pouvez en remettre plein. Ça sera à vous de faire les clauses de sécurité spécifiques à la sous-traitance. Là, on va voir les recommandations. Donc tout ce qui est architecture, ça c'est la partie la plus importante des recommandations. Donc les serveurs de sauvegarde doivent être cloisonnés et positionnés au sein du système d'information. Donc là, c'est en gras. Donc qu'est-ce que ça veut dire que les serveurs doivent être cloisonnés? En fait, ça veut dire qu'en fait tous les serveurs doivent être mis, ils doivent être le plus sécurisés possible et ils doivent être mis dans une zone de confiance et surtout, ils doivent être le plus sécurisés possible avec la technique du moindre privilège. Ils doivent être positionnés au sein du système d'information d'administration. Et il ne faut surtout pas les mettre dans un système positionné au sein des utilisateurs, etc. Il n'y a que les administrateurs des sauvegardes qui doivent accéder aux serveurs de sauvegarde, pas les autres. Ils peuvent par exemple avoir des actions illégitimes qui pourraient par exemple détruire les sauvegardes ou certaines personnes pourront avoir des droits d'administration alors qu'elles ne doivent pas avoir. Ils peuvent avoir des vols, etc. Donc ça peut poser des gros problèmes si vous ne le mettez pas au sein du système d'information d'administration. Alors, les flux de sauvegarde doivent transiter
au sein du réseau d'administration. Donc là, c'est la même chose. On fait pas transiter les informations des sauvegardes dans les zones hors administration. On ne va pas les faire transiter, par exemple, en clair sur le réseau public Internet. C'est là qu'il peut y avoir des vols, de la compromisation de données, ou même au niveau interne et au niveau des utilisateurs. Ils peuvent avoir aussi la même chose, des vols, etc. Alors, le flux de sauvegarde doit transiter au sein d'un sous-réseau logique dédié, donc un VLAN, Virtual LAN. Donc la même chose. On ne va pas faire transiter nos informations sur un LAN normal où on va mélanger les informations de sauvegarde avec n'importe quelle autre information de l'entreprise. Ils peuvent être espionnés, on pourra avoir des compromisations qu'on ne devrait pas avoir. Et où on pourra avoir aussi, même si c'est chiffré, des personnes ou des perturbations qui vont se passer au niveau du réseau. Alors, il est recommandé de dédier une instance de serveur de sauvegarde et de magasin de données par niveau de sensibilité des données ou applications. Alors là, les flux aussi, là c'est en gras, et pareil, là c'est en gras. Donc, alors, en fait, là, ce que ça veut dire, c'est que pour chaque service ou donnée importante au niveau qui soit plus ou moins sensible, il faut mettre plusieurs instances de serveurs différentes. Par exemple, si on a des compromisations, s'il y en a un qui est compromis, que pas toutes nos sauvegardes soient compromises ou effacées, ou en cas d'accident ne soient plus là. Ça permet de limiter la casse en cas de problème. Donc on peut disposer les éléments suivants avec une instance de sauvegarde dédiée. Donc ça c'est un exemple. Par exemple on peut mettre le système d'administration, une instance pour elle. On peut mettre par exemple une autre instance du système stockant les secrets annuaires, gestion des clés coffre-fort dans un autre. Et par exemple on peut sauvegarder les postes bureautiques. Là l'exemple qui est mis, on voit qu'il y a certaines instances, là, il faudra les répliquer ailleurs. Normalement, on va les répliquer ailleurs et qu'on ne doit pas tout perdre. Que, par exemple, si on perd les secrets, les clés, les gestions de clés, de coffre-fort, etc., ça va être très compliqué après de récupérer les données sauvegardées. Alors, une autre recommandation en gras, c'est les serveurs hébergeant l'infrastructure de sauvegarde ne doivent pas faire partie du domaine Windows Active Directory de production. Ils doivent disposer d'un système d'authentification indépendant des comptes locaux, annuaires et administration. Oui, en cas d'attaque, la première chose que l'attaquant va faire, c'est aussi attaquer l'Active Directory. L'Active Directory possède énormément de vulnérabilités et une fois qu'il est compromis, la plupart du temps, c'est toute votre entreprise qui est compromise. Donc par exemple, si vous mettez vos sauvegardes dans le domaine Windows Active Directory, s'il est compromis, en fait vos sauvegardes ne serviront plus à rien parce que ce sera les premières victimes d'une attaque et seront tout simplement effacées. Pareil au niveau du système d'authentification, il doit être indépendant des comptes locaux annuaires et dédiés à l'administration, tout simplement parce qu'ils ne doivent pas être volés. Parce que imagine un attaquant le vole l'authentification du backup, il va pouvoir se connecter et effacer les données. Le flux de sauvegarde doit être filtré strictement au moyen d'un pare-feu interne. Ça, c'est en gras. Alors, c'est normal. On doit être sûr que ce soit les personnes autorisées qui peuvent accéder aux sauvegardes. On ne doit pas exposer d'autres moyens de filtrage qui vont augmenter la surface d'attaque. C'est pour ça qu'ils doivent être filtrés strictement au moyen de pare-feu. Et pareil, au niveau attaque, etc., on doit pouvoir éviter que les attaquants puissent y accéder. Alors, le magasin de données doit être accessible que depuis le serveur de sauvegarde. Alors ça c'est logique, on va pas exposer nos sauvegardes hors du serveur de sauvegarde. Parce que si on les expose hors du serveur de sauvegarde, on pourra se les faire détruire ou se les faire voler et il n'y en aura pas forcément la même sécurisation. Et ça peut poser aussi des problèmes de droit et de sécurité. Le flux de sauvegarde doit être à l'initiative du serveur vers les clients sauvegardés. Oui, c'est le serveur qui doit rapatrier les sauvegardes vers les clients sauvegardés et non les clients qui doivent faire la demande. C'est pour une meilleure gestion des sauvegardes, ça sera plus facile et aussi c'est pour une meilleure sécurisation.
Parce que le problème, c'est que si on fait le contraire et que le client est compromis, ça sera assez facile d'éviter que le client renvoie les sauvegardes vers le serveur sauvegardé et on peut se retrouver genre des problèmes de poste non sauvegardés. Et en même temps, au niveau des logs, etc., si on fait partie des clients, on ne va pas forcément pouvoir voir le problème ou récupérer les logs. Si une infrastructure de sauvegarde est obsolète, mais doit être conservée, elle doit être maintenue hors ligne en conditions de sécurité. La reconnexion de celle-ci doit se faire depuis un réseau déconnecté ou cloisonné logiquement du RAID. Oui, si vous avez une infrastructure de sauvegarde qui est complètement obsolète, elle risque d'être vulnérable à des CVE et elle doit plus être à jour, donc il ne faut surtout pas l'exposer au réseau interne ou sur le réseau public, car il peut y avoir une compromisation de celle-ci et on peut se faire attaquer ou se faire effacer les sauvegardes ou avoir des problèmes. Et il faut aussi avoir un cloisonnement logique, donc dire physique. Il faut que personne puisse accéder à ce genre d'infrastructure qui peut avoir des graves problèmes de sécurité et qui peuvent aussi rendre tout le système du système d'information de l'entreprise vulnérable. Parce que rien n'empêche un attaquant, par exemple, de faire du rebond, de prendre votre sauvegarde de système, d'attaquer l'infrastructure du sauvegarde obsolète et de rebondir sur le vrai serveur de sauvegarde et de faire des dégâts. Les actions réalisées sur l'infrastructure de sauvegarde doivent être journalisées, centralisées dans un collecteur de journaux et d'événements. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on doit savoir quand les sauvegardes ont été faites et si elles ont eu des erreurs ou s'il y a eu des problèmes qui sont passés pendant la sauvegarde. Et ces logs-là doivent être consultés de temps en temps. On doit même avoir des alertes s'il y a des problèmes. On doit centraliser aussi tous les logs et les journaux d'événements sur un serveur à part. Tout simplement parce qu'en cas d'attaque ou de compromisation, la première chose que va faire une attaque et les attaques malveillantes de manière persistante, il va essayer de se rendre invisible, donc d'effacer tous les journaux d'événements ou de les modifier à son avantage. Là, on va passer sur la partie opération. Donc, il est recommandé, il est même quasiment obligatoire de respecter la règle 3-2-1. Donc, ça veut dire 3 copies de sauvegarde sur 2 supports différents, dont un hors ligne. Alors, sur 2 supports différents, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des supports plus ou moins résilients. Et c'est arrivé souvent sur des entreprises que, par exemple, on sauvegarde les données sur des supports qui sont tous les mêmes et qu'on a eu des problèmes. Par exemple, on a eu des problèmes sur des données qui ont été sauvegardées sur des CD-ROM et au bout de 2-3 ans, les données étaient illisibles sur ce type de support. On doit mettre aussi une sauvegarde hors ligne. Ça, c'est en cas d'attaque, de compromisation. C'est que si tous vos réseaux sont compromis et que tous vos sauvegardes sont effacées, au moins celle qui sera hors ligne, elle ne sera pas accessible, donc on ne pourra pas l'attaquer. Il faut mettre en place une sauvegarde hors ligne, au moins hors site en ligne, sous certaines conditions. Donc ça, c'est en gras. Donc comme c'est dit plus haut, une sauvegarde en ligne, tout simplement pour éviter une compromisation si tout le réseau a été compromis pour éviter d'effacer tout, ou au moins un site hors ligne sous certaines conditions, hors site. Ça, c'est en cas de certains problèmes, par exemple risque naturel, inondation ou problème matériel. On peut par exemple avoir des cas d'incendie ou autres, ce qui fait que les données sur place peuvent être détruites. Les opérations de sauvegarde sont des opérations d'administration. Elles doivent donc respecter les bonnes pratiques du guide d'administration de l'ANSSI. Donc oui, il faut les personnels attitrés qui sont des administrateurs de sauvegarde et qui doivent respecter les bonnes pratiques d'hygiène de l'ANSSI au niveau sécurité et les bonnes procédures, sous risque d'avoir des problèmes au niveau des sauvegardes. Alors, chaque instant de sauvegarde doit disposer de comptes administrateurs dédiés. Oui, c'est pas n'importe quel administrateur qui doit faire ceci, et ça doit être dédié au niveau du personnel. On doit savoir qui fait les sauvegardes, et quand fait les sauvegardes, et qui fait quoi. Comme ça, en cas de problème, on peut savoir qui a fait quoi, et on peut essayer de remédier les problèmes plus facilement. Que si n'importe qui fait n'importe quoi, des fois on ne sait pas c'est qui a fait ça, on ne sait pas si c'est une personne légitime ou illégitime. Au niveau des gestions de compte, ça va être plus compliqué à savoir qui fait quoi. Rien ne peut dire que par exemple on donne la gestion de sauvegarde à une personne qui ne connaît pas trop, qui fait des bêtises, ou par exemple si au bout de X années elle est plus dans la boîte et qu'on oublie
de révoquer ces identifiants, ça peut poser des problèmes, hein. Par exemple, si on est des milliers de personnes et que l'administrateur ne fait pas gaffe au niveau de la gestion de compte, ça peut poser des gros problèmes. Les comptes administrateurs pour la sauvegarde doivent être nominatifs et dédiés. Oui, on doit mettre un nom, on doit savoir qui fait. On ne peut pas juste mettre un numéro, on ne sait pas qui fait. Ou par exemple, qui peut changer entre. Parce que par exemple, si on met un numéro 10 pour un administrateur qui s'appelle Robert, et qu'après c'est Jojo qui a le même numéro et qui s'occupe de la sauvegarde, et qu'entre-temps on ne sait pas qui était en poste, ça va être compliqué de savoir qui a fait quoi. Et dédié, on ne va pas dire à une personne dont son travail n'est pas de faire la sauvegarde, de faire des opérations de sauvegarde, et qui peut faire des bêtises ou pas, ou des choses qu'il ne sait pas faire, ou des mauvaises pratiques. En fonction des capacités du logiciel, il est recommandé de segmenter les rôles des opérateurs de sauvegarde, en définissant un minimum un contrôle d'exploitation, d'action quotidienne et un rôle d'administration avancée, stratégie et configuration. Alors oui, on va en fait spécialiser les personnes à certains rôles de sauvegarde, donc ça sera plus simple à savoir qui a fait quoi. Ça sera une charge moins forte au niveau des personnes. Donc le personnel sera plus apte à faire du bon travail. Par contre, ça va coûter plus cher au niveau de l'entreprise. Au niveau des stratégies et des configurations, ça permettra aussi d'avoir une granularité meilleure. On pourra savoir qui a fait quoi, parce qu'en fait, ils auront leur propre rôle. Alors, les comptes techniques de sauvegarde qui exécutent les agents logiciels, notamment, doivent faire un objet de sécurisation et de réduction des privilèges système au strict minimum. Un renouvellement de ces secrets réguliers est possible automatisé. Oui, on doit exploiter le moindre privilège. Les agents de logiciels, notamment, c'est la plupart du temps ceux qui rapatrient les données. Ça peut être un vecteur de compromisation. Donc c'est l'une des premières choses en cas de cyberattaque que les attaquants vont attaquer. Donc c'est pour ça qu'il faut leur donner le moindre privilège possible en cas de compromisation du système. Et pareil au niveau des secrets réguliers, par exemple si vous faites du Kerberos ou autre, s'il y a un rapatriement de sauvegarde au niveau des comptes, au niveau de ça, il faut faire extrêmement gaffe, il faut faire des renouvellements de secrets assez réguliers, même sur d'autres clés, etc. Rien n'empêche à certaines attaques de faire du brute force ou avoir des fuites d'identifiants ou avoir des fuites de clés. Donc c'est pour ça que le renouvellement est important. Alors, il n'est pas recommandé d'autoriser les utilisateurs à exécuter directement une action de sauvegarde de restauration sur le SI. Alors ça c'est normal, les utilisateurs lambda normalement n'ont pas les compétences et c'est pas leur travail de faire directement une action de sauvegarde de restauration du système d'information. Il y a certains aspects sécuritaires ou certains aspects du métier qui ne peuvent pas vraiment savoir ou ils n'ont pas été formés. Donc ça peut créer des graves problèmes ou on pourrait avoir aussi des évaluations de privilèges non voulues qui peut aussi faire des dégâts énormes. Alors, cela fait encourir un risque d'accès illégitime à des données et un risque d'évaluation de privilèges. Oui, c'est ce qu'il dit. Si ce besoin existe, il est recommandé de cadrer strictement cet emploi et limiter l'utilisateur autorisé et de journaliser les actions. Donc là, il dit que si l'utilisateur est autorisé, il faut inscrire toutes les actions qu'ils font dans un journal. Et il faut surtout aussi le former correctement à ce genre d'action. Il faut qu'il sache quels sont les risques encourus, comment exécuter les actions de sauvegarde de manière sécurisée. Il est recommandé de s'assurer que la restauration croisée est désactivée par défaut sur l'échelle de sauvegarde. Alors oui, ça faut faire super gaffe. La restauration croisée, en fait, c'est de pouvoir utiliser plusieurs méthodes de sauvegarde à partir d'un logiciel de sauvegarde. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir des conflits ou des écrasements de sauvegarde non voulus. Et ceci, ça peut créer en fait énormément de dégâts sans le vouloir. Et par exemple, si on écrase toutes nos sauvegardes par une autre, et si on n'arrive pas à contrôler, par exemple, comment on gère les sauvegardes, après, on ne pourra plus jamais utiliser ces sauvegardes-là pour restaurer les informations. L'ensemble des composants de l'infrastructure de sauvegarde doit être mis à jour de manière proactive. Le logiciel de sauvegarde, micro-logiciel, est recommandé de suivre les CVE et les bulletins d'alerte fournis par l'éditeur de solutions.
Oui, il faut faire les mises à jour le plus tôt possible au niveau du logiciel de sauvegarde. C'est la première chose que les attaquants vont faire. Ils vont essayer de trouver des vulnérabilités sur le logiciel de sauvegarde pour les compromettre et pour accéder à vos sauvegardes ou les détruire. Alors, c'est pas forcément que le logiciel, hein, ça peut être le micro-logiciel, le firmware, ou le matériel peut être compromis, donc ça peut poser un problème. Alors, il faut suivre le CVE et aussi les bulletins d'alerte, mais aussi mettre l'infrastructure de sauvegarde sous monitoring. Il y a des logiciels comme Zabbix et il y en a plein d'autres qui permettent de faire du monitoring et de nous renvoyer des alertes si par exemple l'infrastructure de sauvegarde doit être à jour ou s'il y a des CVE qui sortent. On peut même utiliser des XDR qui permettent de voir s'il y a pas si tout est à jour ou s'il y a tout est et si tout est bon. Il n'y a pas de problème. On peut même faire un test d'intégrité des logiciels de sauvegarde qui peut être aussi une bonne solution. Les sauvegardes doivent systématiquement faire l'objet d'un contrôle par les opérateurs de sauvegarde. Alors, ce contrôle doit inclure une liste de vérification permettant de détecter un comportement inhabituel, volume de données ou de fichiers incohérents, lenteur de réseau, de modification de configuration, politique de sauvegarde, etc. Donc c'est comme j'ai dit aussi, il faut faire un monitoring. On peut utiliser par exemple Wazoo ou d'autres logiciels qui va nous permettre de détecter si il y a des problèmes. Donc ça peut être par exemple le serveur qui peut avoir des problèmes matériels, des attaques, des réseaux sous-dimensionnés, des politiques de sécurité qui changent, de la corruption de données, etc. Donc le moindre petit problème comme ça, il doit être remonté pour corriger ce problème-là et pour éviter que ça prenne des proportions énormes et qu'on puisse, en cas de problème, pouvoir récupérer les données à partir d'une sauvegarde. Il faut surtout pas laisser le problème en cours parce qu'au fil du temps, ça va devenir de plus en plus grave et vos données risquent d'être plus récupérables. Les sauvegardes doivent être testées régulièrement. Une procédure de restauration de SI doit être rédigée régulièrement et mise en œuvre. Alors, lui, Nancy ne le met pas en gras, mais moi je le mettrai en gras. Il faut tester régulièrement ces sauvegardes. Il y a énormément d'entreprises qui ont fait des sauvegardes et le jour où elles veulent récupérer les données, elles s'aperçoivent que les sauvegardes ne sont plus récupérables. Ça peut être dû à beaucoup de problèmes, comme j'ai dit au-dessus, par exemple la corruption de données, des mauvaises procédures, etc. C'est pour ça que les procédures de restauration doivent être rédigées aussi. Alors, pourquoi elles doivent être rédigées? Parce qu'il faut garder une trace de la procédure de restauration. C'est pas forcément la même personne qui fait les procédures de restauration qui va le faire pendant toute la vie d'une entreprise. Ça, par exemple, votre collègue qui fait les restaurations, il peut aussi bien changer d'entreprise et si on n'a pas de trace, on aura bien des sauvegardes, mais il sera impossible de les remettre en place. Et elles doivent être régulièrement mises en œuvre. En fait, il faut que dans les procédures de restauration, il faut qu'elles soient bien cohérentes et qu'elles fonctionnent. Que si au fil du temps, elles changent et qu'on oublie de les écrire et que le jour même, on est sur une ancienne mise en œuvre de procédure de restauration et qu'elle ne fonctionne pas, là, on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Une stratégie et un ordre de restauration doivent être définis tenant notamment compte des critères suivants de dépendance du système d'information vis-à-vis du service d'infrastructure, DNS, NTP, annuaire, criticité d'application ou des métiers, durée de la restauration, resynchronisation des données, des boîtes de restauration, machines virtuelles, BMR, etc. Alors, oui, la restauration, ça se fait pas n'importe comment et dans n'importe quel ordre. Il y a certaines dépendances ou certaines infrastructures du SI sont plus ou moins critiques. Par exemple, quand on pense aux hôpitaux, on a certaines structures qui sont vraiment vitales. Donc ça, il faudra, par exemple, le remettre le plus vite possible. Il y a certaines technologies qui ne fonctionneront pas avec d'autres. Par exemple, si on remet pas les annuaires, mais on met juste les Active Directory ou on met pas les DNS, on aura beau remettre d'autres sauvegardes, il y aura l'entreprise ne fonctionnera pas car le système d'information ne pourra pas fonctionner sur certaines technologies qui ne sont pas sauvegardées avant d'autres. Et au niveau des applications métiers, il y a certaines applications métiers qui sont plus critiques que d'autres, qui permettent plus ou moins le service de l'entreprise. La restauration de l'entreprise, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la capacité à redéployer les sauvegardes, la complexité des données à remettre en œuvre, le personnel que vous avez, le réseau, le matériel, etc. Et les dégâts qui ont pu être encourus aussi au niveau
de votre entreprise. Alors, en cas d'accident de sécurité, la mesure prioritaire doit être d'isoler l'infrastructure de sauvegarde du reste du système d'information. Cela suppose de prévoir un mode bouton rouge d'urgence, exemple crypte automatisé, commutateur de coupure physique d'urgence. Oui, alors en cas de compromisation, si l'infrastructure de sauvegarde n'est pas compromis, mais bon, ça on le sait pas on le sait que plus tard, il faut vraiment couper le réseau sur l'infrastructure de sauvegarde pour éviter qu'il soit compromis, effacé ou infiltré. Et le meilleur, c'est plutôt avoir vraiment une coupure physique, pas crypte automatisé, ça peut fonctionner, mais c'est pas une solution vraiment pérenne. Il faudra modifier ou mettre en place un commutateur physique sur la partie réseau qui coupe réellement qui a vraiment une coupure réelle au niveau des câbles pour qu'il n'y ait aucune donnée qui puisse sortir, entrer de l'infrastructure de sauvegarde. En cas de restauration après accident de sécurité, les sauvegardes peuvent contenir des implants d'attaque. Par exemple, il peut y avoir du code malveillant, il peut y avoir des portes dérobées, il peut y avoir beaucoup de choses dedans. Il faut tenir en compte des risques lors de la construction du système d'information et s'assurer l'uniformité. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune donnée dangereuse dans les éléments restaurés en opérant de manière granulaire dans les mesures possibles. Donc granulaire, ça veut dire on va aller pas à pas sur les choses à réinstaller ou à remettre en place. On va vraiment aller au plus près possible, par exemple des applications, du système d'exploitation, etc. On va vraiment faire ceci. Donc il faut réinstaller le système d'exploitation à partir d'une image officielle de confiance, donc chez le site constructeur, et surtout qu'elle soit signée et à jour. Il faut réinstaller l'application du métier à partir de binaires signés par les éditeurs. Et surtout aussi, le meilleur, c'est qu'elle soit signée et aussi à jour. On ne va pas installer des vieilles applications métiers à partir de binaires. Il faut réaliser un contrôle de conformité des configurations des applications avant les redémarrages. Il faut être sûr que les configurations sont bonnes. Parce que par exemple, si vous faites des mauvaises configurations, ça peut être un vecteur d'intrusion de l'attaquant. Ça peut être grâce à une mauvaise configuration que l'attaquant a réussi à s'introduire dans vos systèmes d'information. Donc ça, c'est très important. Il faut réaliser un scan d'antivirus des données métiers avant leur importation dans les applications. Oui, en fait, il faut voir où l'acteur malveillant a posé son code malveillant ou ses portes dérobées. Il faut même pas que un scan antivirus, il faut même grâce à un XDR voir s'il n'y a pas d'autres traces d'artefacts de code malveillant et de portes dérobées. Et maintenant c'est très compliqué parce que souvent, dans la plupart des cas, dans les attaques de ransomware, les attaquants utilisent des applications légitimes. Donc aussi il faut faire une liste de tous les logiciels et regarder les logiciels légitimes que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas, il ne faudra pas les réinstaller. Il faut disposer d'un historique de sauvegarde cohérent par rapport aux valeurs du métier. Oui, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut remettre comme sauvegarde en place par rapport à ce qu'utilise votre entreprise. Il faut réussir à remettre le système d'information le plus rapidement possible. Si vous ne faites pas par rapport aux valeurs du métier, vous le faites n'importe comment, ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Vous allez mettre un temps fou, ça sera même impossible de redéployer vos sauvegardes et ça sera extrêmement compliqué. Donc là, on va passer sur la protection des données. Donc là, les flux de sauvegarde doivent être protégés au moyen de chiffrement, d'authentification mutuelle entre client et serveur de l'état de l'art. Par exemple, TLS, par exemple. Donc là, il faut être sûr que personne puisse regarder le flux de vos données. Et s'ils ne sont pas chiffrés, ils seront en clair. Donc pour lui, ce sera possible de les récupérer. Et surtout, faire attention de ne pas vous faire voler vos clés. Parce que si vous chiffrez et que vous faites voler vos clés, l'attaquant pourra, ou l'acteur malveillant pourra déchiffrer vos données et les récupérer. Donc ça ne servira à rien. Donc il faut avoir une très bonne politique au niveau du moyen de chiffrement et surtout aussi utiliser des chiffrements sécurisés et surtout pas des anciens protocoles de chiffrement qui peuvent être facilement cassés. Le niveau de robustesse de la protection des sauvegardes, chiffrement, etc. doit être aligné avec le niveau de protection de ces mêmes données dans le système d'information de production. Donc ça c'est important, c'est très important, c'est en gras. Donc il faut surtout chiffrer les données avec le même type de protection ou de
ou de robustesse partout. Il ne faut pas, par exemple, qu'un niveau soit plus faible que l'autre. Ça, c'est le principe du maillon faible. L'attaquant va toujours essayer d'attaquer l'endroit le plus faible. Donc, si vous avez un endroit où votre système de chiffrement est trop faible, qu'on arrive à le casser, ça ne sert à rien de faire des sauvegardes, puisque la personne pourra exfiltrer vos données et en faire ce qu'il voudra. Donc là, ce ne serait pas un problème de destruction de données, mais c'est plutôt un problème d'infiltration. Et pareil, gérer plusieurs types de chiffrements différents au sein de l'entreprise peut être compliqué et peut être source d'erreurs. Ça veut dire multiples clés de chiffrement à utiliser, des clés de chiffrement différentes, et plus on a de clés, plus le vecteur d'attaque est grand, plus il y a des risques de perte de clés dans la nature. Les sauvegardes sont chiffrées et la gestion des clés de chiffrement doit être étudiée par les opérateurs qui détiennent leur stockage, leur sauvegarde hors ligne. Donc oui, on ne met pas les clés de chiffrement n'importe où. On les met dans un coffre-fort et il n'y a que certaines personnes qu'on connaît qui ont accès à ces clés. Et il faut mettre le moins de personnes possible qui peuvent accéder à ces clés-là pour éviter d'avoir des problèmes ou les perdre ou se les faire voler, ou pour savoir qui est responsable en cas de problème. Et aussi au niveau des sauvegardes en ligne, il faut savoir où elles sont et comment y accéder. Parce que si on fait des sauvegardes hors ligne et qu'on n'est pas capable d'y accéder, ça sert à rien. Et il faut être sûr que les sauvegardes en ligne fonctionnent aussi de temps en temps. Donc il faudra faire des procédures, etc. Et il faut être sûr que les clés, par exemple, soient à jour ou les sauvegardes soient à jour pour que ça fonctionne. Dans le cas où la sécurité physique d'un site de sauvegarde n'est pas jugée satisfaisante, il est important de chiffrer systématiquement les sauvegardes, disques, bandes magnétiques, etc. Alors ça, c'est mis en gras. Eux, ils le disent dans le cas de sécurité physique d'un site de sauvegarde n'est pas jugé satisfaisant. Pas vraiment d'accord avec eux, c'est normalement dans tous les cas qu'il faudrait chiffrer les données. Alors ça, ils disent ça parce que ils disent que la sécurité physique est forte et assez importante pour que personne puisse accéder au serveur et qu'il puisse extraire les données de façon manuelle à partir du serveur. Rien n'empêche une personne, par exemple, si on est sur un site qui n'est pas bien sécurisé au niveau physiquement, qui puisse par exemple ouvrir la porte ou casser la porte et qui puisse récupérer le serveur à la main et dérober et récupérer les données en clair dessus. Si elles sont chiffrées, en repos, la plupart du temps, il n'arrivera pas à récupérer les données. C'est dit la plupart du temps, parce qu'après il existe des méthodes forensiques qui permettent quand même de le récupérer avec une certaine expertise. Lors de la mise des supports de sauvegarde, il est important de réaliser au préalable un effacement sécurisé, donc suppression des clés de chiffrement des sauvegardes mise à zéro. Donc en fait, il faut faire du shredding, ça veut dire effacer plusieurs fois les disques durs, donc en écrivant plusieurs fois avec par exemple des données qui sont écrits de manière aléatoire, ou de détruire physiquement les supports déchiquetage ou incinérisation. Alors, s'il y a des clés de chiffrement, il est quasiment obligatoire de détruire physiquement les supports déchiquetage ou incinérisation, ou en incinérant. Et si vous demandez à un prestataire de détruire les supports, il faut qu'il vous retourne à un bon, comme quoi ça a bien été détruit et incinéré. Il ne faut surtout pas que ce soit verbal, il faut avoir des traces écrites. Alors là, on va parler des cas de la virtualisation. Dans le cas de la virtualisation, il est recommandé d'étudier la persistance des sauvegardes directement de l'image d'une machine virtuelle ou d'installer l'agent de sauvegarde sur la machine virtuelle. Donc il peut y avoir plusieurs cas au niveau de la virtualisation, c'est pas forcément pareil que sur une machine non virtualisée. Donc cette étude doit tenir compte de plusieurs critères. Donc les volumes de données modifiés sur la machine virtuelle à chaque sauvegarde. Alors, suivant les données qui sont modifiées sur la machine, on n'aura pas la même procédure de sauvegarde. Si on a beaucoup de données, ça sera plus simple de sauvegarder toute la machine virtuelle. Si on a très peu, pourquoi pas sauvegarder que les machines, que les données qui ont été modifiées. Ça peut être aussi pour des contraintes de place ou de vitesse, etc. Le besoin en granularité dans les processus de restauration. Oui, alors ça c'est la même chose. Est-ce qu'on va juste récupérer des petits morceaux dans la machine virtuelle et refaire la machine virtuelle de A à Z en procédure de restauration, où on va tout faire, qu'est-ce qu'on aura besoin de sauvegarder ou pas, ou de restaurer ou pas. C'est très important. Chiffrement ou non de la machine virtuelle, selon les outils, cela peut nécessiter un déchiffrement et un rechiffrement exposant ainsi des données en clair. Alors oui,
Suivant la méthode, si on déchiffre, il sera obligé de les mettre en clair, donc ça peut être vu. Ça peut aussi avoir d'autres contraintes. Le chiffrement, ça prend pas mal de ressources et pas mal de temps. Et ça peut être une contrainte au niveau de la récupération des données. Si on n'a pas si on a une très forte contrainte de temps, des fois, il est préférable de ne pas chiffrer tout. La capacité à reconstruire la machine virtuelle à partir de zéro, donc automatisation. Est-ce qu'on a une procédure qui permet de faire ça? Est-ce qu'on a des scripts? Est-ce qu'on a capacité de reconstruire la machine virtuelle à partir de certaines sauvegardes, de certains fichiers? Est-ce qu'on a fait une sauvegarde incrémentale ou non? Est-ce que le logiciel de backup le prend? Toutes ces choses-là, il faut les voir. Alors, on va voir dans les prochaines slides là, que je vais vous montrer les avantages et les inconvénients de chaque solution. Il est possible d'adopter une solution hybride de sauvegarde à la fois de la machine virtuelle entièrement, donc la fréquence faible, hein. Donc si on sauvegarde des machines hybrides entièrement, c'est assez conséquent. Même en compressant les données et en les chiffrant, ça peut prendre énormément de temps et énormément de données, hein. Ça peut s'élever à plusieurs pétabits de données. Ou des données au sein de la machine virtuelle, donc des petites... donc pas toute la machine virtuelle, donc des petites parties de données, où on pourra faire des sauvegardes plus fréquentes et surtout et faire de la sauvegarde incrémentale et aussi pas réécrire les données qui sont déjà en double, hein. Ça c'est important. Ça permettra aussi, par exemple, s'il y en a moins de données à sauvegarder, on pourra chiffrer à la volée plus rapidement, ou même compressé, et ça pourra prendre moins de place et être plus efficient au niveau de la rapidité. Alors, la virtualisation, là on va voir qu'est-ce que c'est les avantages et les inconvénients. Donc les sauvegardes de fichiers du disque sur la machine virtuelle. Donc quels sont les avantages de la sauvegarde des fichiers disque sur la machine virtuelle? Donc l'opérateur de sauvegarde n'a pas accès au contenu de la machine virtuelle si celle-ci est chiffrée. Ça c'est très intéressant, donc il peut éviter d'avoir du vol de données. Et c'est très intéressant aussi si c'est un prestataire qui gère ces sauvegardes-là, c'est que vous pouvez lui donner que l'accès au contenu des disques virtuels chiffrés. Alors, ça c'est un avantage, il faut faire attention aussi à la rétention de données, que ça c'est encore un peu à part, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises tiers qui récupèrent quand même les fichiers de données et qui les stockent au cas où un jour on puisse les déchiffrer. Et c'est surtout au cas où elles attendent par exemple que si un jour les ordinateurs quantiques arrivent et qu'ils puissent déchiffrer ceci. Mais ça c'est une autre histoire. Il y a une possible optimisation des volumes de sauvegarde si l'installation de la machine virtuelle est automatisée avec distinction des disques vivants donnés et les disques durs figés et systèmes d'exploitation. Donc oui, si on a fait plusieurs disques, par exemple des disques où il n'y a que le système d'exploitation et les disques où il n'y a que les données, par exemple, on n'aura pas besoin de récupérer le système d'exploitation si on sait ce que c'est. Donc ça sera réinstallable à partir de script facilement. On ne pourra que sauvegarder les données. Donc ça, on aura une optimisation du volume et surtout, ça sera assez facile à mettre en œuvre parce que ça sera un disque entier à sauvegarder et pas des milliers de fichiers à récupérer. Donc là, on a plusieurs inconvénients. Donc la restauration peut poser un problème pour le redébarrage de certaines applications. Base de données Active Directory ou être inadaptée pour certaines demandes de restauration de serveurs et de fichiers. Alors oui, parce que par exemple, si on fait des bases de données des Active Directory, là, si on fait par exemple une sauvegarde comme c'est dit en haut, là, et que le système d'exploitation est séparé de la base de données, avec les Active Directory, on ne peut pas les dissocier comme ça, on devait la refaire. Donc en fait, ça arrive de pas fonctionner, d'avoir des problèmes. On a la même chose aussi avec la base de données aussi. On peut avoir des relations qui ne se font pas, et ça peut poser d'autres problèmes. Et ça peut être aussi certaines restaurations ne savent pas gérer ce type de sauvegarde. Ça peut poser des gros problèmes. Alors, on peut avoir des problèmes avec les sauvegardes en mode déduplication par bloc si la machine virtuelle est chiffrée. Alors ça c'est normal. Si vous chiffrez complètement vos volumes, les données ne seront pas les mêmes d'un bloc à un autre, d'un disque à un autre, parce que les chiffrements qu'on utilise actuellement, elles rendent le texte chiffré le moins prédictible possible. Ils évitent de chiffrer avec exactement les mêmes blocs, qui contiennent les mêmes données, avec le même type de chiffrement pour pas qu'on puisse, à partir de données claires, récupérer les données. En fait, ils font en sorte que vos données ne sont pas facilement récupérables en cassant le chiffrement. Donc les données elles ont une entropie plus forte.
Donc elles seront pas, on ne pourra pas récupérer des données qui sont exactement les mêmes quand elles sont chiffrées. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients d'une installation au sein de la machine virtuelle. Donc là, c'est plus l'image entière, mais c'est à l'intérieur de la machine virtuelle qu'on va récupérer les choses. Donc l'avantage, c'est qu'on a une granularité possible pour la sauvegarde et la restauration des fichiers. Donc là, comme on est au sein, à l'intérieur de la machine virtuelle, on pourra cibler exactement quels fichiers on veut sauvegarder ou pas. Donc ça, c'est très intéressant. On aura une homogénéité d'exploitation dans le cas où la sauvegarde est également des serveurs physique. Oui, vu que c'est plus dans l'image, on pourra sauvegarder tout ce qu'on voudra. Donc ces sauvegardes pourront être redupliquées, par exemple, pas sur une VM, mais sur un vrai serveur. On pourra restaurer, il n'y aura pas de problème. On pourra utiliser plus facilement nos sauvegardes à partir d'une autre infrastructure de backup, de secours, pour remettre en place notre système d'information. Ce sera plus simple. On a un inconvénient. On a une augmentation de la surface d'attaque sur les serveurs sauvegardés, agent local avec privilèges élevés. Oui, parce que comme l'agent local qui fait les sauvegardes doit récupérer des données dont la plupart du temps on a besoin de privilèges hauts pour lire ou récupérer les données, il aura forcément des privilèges plus élevés. Donc c'est la première chose que les attaquants risquent d'attaquer pour infiltrer ou récupérer les données ou compromettre la machine. L'opérateur de sauvegarde peut accéder aux données en clair des serveurs sauvegardés. Alors oui, si entre l'agent et la sauvegarde, il n'y a pas de chiffrement, en fait, l'opérateur sauvegarde, en fait, il pourra voir les données sauvegardées et surtout, il risque, en tant qu'agent local, si les privilèges et qu'il arrive à avoir les privilèges élevés, il aura aussi les privilèges élevés et faire des bêtises. C'est ça le plus gros souci. Et en bas, là, on a une autre recommandation, mais c'est pour tout type de virtualisation. Ils disent que si les serveurs de sauvegarde sont virtualisés, ils doivent être mutualisés exclusivement avec des serveurs de même sensibilité que le système d'administration. Oui, on ne va pas mélanger les serveurs de sauvegarde virtualisés avec d'autres serveurs, par exemple, de production de machines métiers. Parce que, imaginons, nos machines métiers se font compromettre et que l'attaquant arrive à pivoter ou qu'il arrive à voir qu'il y en a le serveur d'administration dedans, bah, il pourra compromettre vos serveurs de sauvegarde et faire des dégâts. C'est pour ça qu'il faut faire ceci. Là, on va parler d'autre chose, l'externalisation des sauvegardes. Et on va voir quels sont les risques et solutions qu'on peut donner. Et donc, on a plusieurs externalisations possibles. On a hors site, donc connecté en ligne, et on a hors site déconnecté hors ligne. Donc on peut avoir plusieurs risques. Donc la vigilance et la sensibilité des données sauvegardées, il faut faire super attention. On a la localisation des sauvegardes sur le territoire de l'Union européenne, donc il faut attention à la réplication interne de l'hébergeur sur les cas en ligne. Oui, parce qu'en fait, quand on sauvegarde par exemple en cloud, rien ne dit que votre prestataire il va sauvegarder dans un autre pays de l'Union européenne. Et dans ce cas, il faut voir est-ce qu'il va respecter certaines conformités, par exemple la RGPD. Il peut avoir beaucoup de problèmes. Et par exemple, s'il peut vous répliquer ça dans les serveurs américains avec le Patriot Act, ils sont capables de lire vos sauvegardes, surtout si vous les chiffrez pas. Le chiffrement des sauvegardes par un moyen propre à l'entité avant l'envoi chez l'hébergeur ou le prestataire. Alors ça, il faut faire super gaffe. C'est à vous de chiffrer vos données si vous les envoyez ou si vous les externalisez chez un hébergeur ou chez un prestataire. Parce que des fois, ça c'est souvent le cas, c'est que certains prestataires, quand ils chiffrent vos données, ils gardent chez eux les clés de chiffrement et ils ont accès à vos clés de chiffrement. Donc ils seront capables de vous lire votre sauvegarde, même si c'est vous qui l'avez chiffré. Donc il faut faire super gaffe à ceci. La vigilance sur la durée de restauration compatible avec le besoin de la durée minimum d'interruption admissible. Donc le délai de mise à disposition de la sauvegarde dans les deux cas. Donc ça, il faut faire super attention. La priorité contractuelle en cas en ligne, par exemple avec Glacier, suivant ce que vous payez, les clauses, etc. Ça ne sera pas les mêmes délais pour récupérer vos données et surtout ça ne sera pas les mêmes prix. Vous pouvez avoir des factures exorbitantes si vous choisissez le mauvais service. Il y a le rapatriement des bandes dans les cas hors ligne. Dans les cas hors ligne, il faut faire super attention. Où sont les bandes, qui a accès, quels sont le risque de destruction de ces bandes, de vol, de perte. Il faut savoir sur quel site c'est, etc. Ça peut être
ça peut être très compliqué. Et si le loco vous appartient ou pas, ça peut arriver, hein, les très grosses entreprises, cession de locaux ou des choses comme ça, où plus rien n'est à... où il n'y a plus aucun suivi et on s'aperçoit quelques années plus tard, bah, ah bah zut, on avait mis du matériel ailleurs, ou il a été jeté, ou etc. Ça peut être compliqué. On va voir les débits et latence du lien Internet en cas en ligne. Donc ça, faut voir quel débit vous avez, hein, au niveau du FAI, du prestataire aussi. Et il n'y a pas que le débit aussi, il y a la latence qui peut poser problème. Et aussi il y a la quantité de données qui peut aussi être en jeu. Donc ça, il faut voir comment vous avez dimensionné votre réseau. Qu'est-ce que peut accepter votre entreprise? Qu'est-ce que peut accepter votre prestataire? À quelle distance c'est? Est-ce qu'il y a des serveurs de randonnance, etc. Il peut avoir une solution. Donc il y a une solution Worm est envisageable. Alors une solution Worm, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui permet d'écrire une fois et de lire. Est envisageable, mais il est important d'étudier les mécanismes de diminuabilité de la robustesse et varie en fonction de la technologie utilisée. Donc de immuabilité, ça veut dire de changement. En fait, la robustesse, qu'on peut pas changer la donnée qui a été sauvegardée, donc c'est l'intégrité. Donc on a tout qui est protection au logiciel, donc code applicatif ou matériel ou verrou disque, hein. Il faut voir est-ce que la protection logicielle, le code est bien assez robuste, au niveau matériel aussi, hein. Parce qu'il n'y a pas des personnes qui possèdent des clés en double ou qui puissent casser les verrous, etc., qui accèdent au matériel, etc. On a les comptes techniques et les droits RBC distincts entre les opérations d'écriture unique et sauvegarde et les opérations de lecture multiple restauration. Donc il faut savoir comment ceci fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Est-ce que vraiment le fait de pouvoir écrire une fois c'est suffisant? Est-ce que ça fonctionne? On a une solution de sauvegarde hors ligne, il reste considéré comme la plus robuste qu'une solution Worm en ligne. Bah oui, parce qu'on a moins de chances d'être compromis. Et il y a moins, dans le plupart du cas, il y a moins d'accès en écriture, hein. Et donc ça réduit les risques de problèmes. Néanmoins, une compromisation acceptable peut être effectuer des sauvegardes régulières avec une solution Worm et effectuer des sauvegardes hors ligne à une fréquence moindre. Donc pour avoir le meilleur des cas, vous faites les deux. Donc si l'une des deux tombe ou qui marche pas, bah, vous récupérez avec l'une des deux. Et ça, c'est des risques des solutions dans le cadre d'une sauvegarde d'un environnement non maîtrisé. Donc voilà, vous avez à peu près toutes les recommandations. Il y a pas mal d'autres choses à faire, mais déjà, si vous mettez tout ça en place, ça sera déjà une bonne chose, hein. Alors, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour avoir des retours d'expérience. Et si vous voulez des vidéos de ce type-là, mettez des pouces bleus. Abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.